C'est l'heure du journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à tous. Après la rencontre avec les partis politiques, la Sénat a rencontré les ministères sectoriels et les institutions impliquées dans l'organisation des élections législatives qui s'inscrit dans le cadre du chronogramme des activités de la Sénat en vue des législatives du 8 janvier 2023. Et cette activité vise à situer les uns et les autres sur le rôle de chacun des acteurs pour la réussite du processus électoral. L'essentiel dans ce compte-rendu. M'assurer que celui qui a gagné... Ils étaient tous présents, les représentants des différents ministères sectoriels et institutions impliquées dans le processus électoral. En face d'eux, les membres de la Commission électorale nationale autonome. La rencontre répond aux activités prévues dans le chronogramme de l'institution en charge de l'organisation des élections législatives de janvier 2023. La Sénat a donc la mission générale d'organiser des rencontres avec des parties prenantes aux élections, aux partis politiques, aux institutions et ministères impliqués dans les élections, aux organisations de la société civile et aux médias, en l'occurrence pour les informer et essayer d'apporter des réponses à leurs éventuelles préoccupations. Mais l'objectif spécifique assigné à cette rencontre-ci est de soumettre à votre examen le projet de calendrier que la Sénat a élaboré et qui tient compte des grandes séquences et opérations prévues dans le cadre du scrutin du 8 janvier 2023. Toujours activité réelle. Les participants à cette séance d'échange ont eu droit à 3 communications. La présentation du chronogramme électoral, la présentation des rôles et responsabilités des institutions dans le processus électoral et la 3e qui s'est focalisée sur le juge constitutionnel et le contentieux des élections législatives au regard du code électoral. S'agissant des décisions de proclamation des résultats, dont il a été précisé qu'elles sont uniques pour les élections de chaque édition, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de résultat. Au niveau de la Cour constitutionnelle, il n'y a pas de résultat provisoire de 10 jours et de résultats définitifs. Il y a résultat définitif, mais on peut contester l'élection de quelqu'un ou d'un groupe de personnes parmi ce lot-là. Mais la décision initiale de proclamation suffit pour que les gens aillent siéger à l'Assemblée nationale. Au thème des exposés assez clairs, pas de débat. Le président de la Sénat va renvoyer chacun jouer sa partition en vue d'un processus électoral sans égratignure. J'ai le sentiment, et je pense qu'il est partagé, que les objectifs qui sont ceux de la présente rencontre ont été atteints. En tout cas, nous en savons davantage sur l'élection qui est dans notre champ de mire, sur ce qui est fait juste là et ce qui reste à faire. L'agenda de la Sénat se poursuit inéluctablement. Après cette rencontre, le même exercice va se répéter avec les organisations de la société civile et les médias. Et justement, à l'issue des échanges, quelques participants se sont prêtés aux questions de nos reporters. Ils sont revenus sur leur rôle dans le processus électoral. On les écoute. Nous avons un rôle important à jouer, ce n'est pas pour la première fois. Pour les élections législatives passées, la Commission béninoise des droits de l'homme a joué son rôle de monitoring par rapport aux droits de l'homme. Nous sommes venus également pour écouter les communicateurs en ce qui concerne le rôle du juge constitutionnel, en ce qui concerne les élections. Et c'est très important, lorsqu'il y a contentieux, forcément comment ça va se passer, la planification de la Sénat par rapport aux élections, les différentes activités qui sont programmées. Et comme ça, en tant qu'au niveau de la commission, la présidente également de l'organe de gestion aussi des élections, nous allons tenir compte de cette planification pour arrimer aussi la planification de la commission par rapport à ce que la Sénat a programmé et ensemble nous allons contribuer au développement de notre République à une élection apaisée. Voilà. La HAC est appelée à réguler les médias, tous secteurs confondus. Plus spécifiquement pendant la période électorale, la HAC a pour mission d'être encore plus attentive sur le contenu. Et déjà pendant la période que nous pouvons qualifier de pré-campagne, mais qui n'est pas définie dans la loi, la HAC essaye d'organiser un peu, de repréciser les rôles. Et la délicatesse de la période se situe en ce sens que, au même moment que la loi électorale interdit la campagne pendant la période hors campagne, comme cela peut se... Excusez la répétition.
Mais la même loi électorale impose aux partis politiques d'avoir animé la vie politique. Et donc implicitement, on peut se dire, mais lorsque la campagne il est interdit toute activité de propagande aux partis politiques, tant que la campagne n'est pas ouverte. Mais comment est-ce que, par exemple, les populations pourront être informées des listes en compétition, informées des candidats en compétition? Donc, la décision de pré-campagne que nous prenons à la HAC permet de pouvoir favoriser l'accès à l'information tout en évitant de verser Voilà, toutes nos excuses pour l'arrêt brusque de cet élément. Nous y reviendrons sûrement dans nos prochaines éditions. Journée mondiale de l'habitat au Bénin, elle est célébrée chaque premier lundi du mois d'octobre. Le thème mondial de cette 37e édition est « Attention à l'écart, ne laissez personne ni aucun endroit de côté ». À cette occasion, le ministère du Cadre de vie et du Développement durable a initié une journée porte ouverte qui a réuni des experts du cadre de vie, de l'habitat, de l'eau et de l'énergie. Le compte-rendu de cette journée autour d'un thème national avec Modeste Dossou-Togbe et Paul Esther Saoussi. Impact du PAG sur les populations des zones défavorisées. C'est le thème national retenu pour la célébration de la 37e édition de la Journée de l'Habitat. Pour cette édition 2022, le programme d'action du gouvernement est au centre du cadre de vie de la population béninoise. Depuis la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, l'occasion nous est donnée de montrer à travers les secteurs du développement urbain, de l'énergie, de l'eau et de la santé notamment, que personne n'a été laissé de côté. Ce cap est de plus en plus maintenu pour longtemps, vu ce qu'il reste à faire pour les années à venir. C'est donc pour cette raison qu'un thème national est choisi et est intitulé « Impact du PAG sur les populations des zones défavorisées ». Le thème universel a été bien choisi puisqu'il nous invite à faire attention à l'écart. Et au Bénin, il n'y a pas d'écart, puisque le PAG agit simultanément sur toutes les zones. Et c'est d'ailleurs sans humour ou sans cynisme que je dirais que pendant longtemps, l'habitat, l'environnement ont été laissés pour compte. Et donc, le travail qui se fait simultanément sur toutes les zones, de sorte qu'il n'est pas évident aujourd'hui de distinguer une zone défavorisée par rapport à une qui serait favorisée. Un thème riche en communication et qui a permis à l'assistance de mieux cerner les actions du PAG 1 et 2 qui prend en compte toutes les couches de la société. Nous pouvons aisément nous rendre à l'évidence que ne laisser personne de côté est l'engagement majeur qui gouverne l'action du chef de l'État. Le président Patrice Talon étant totalement convergent avec celui qui est au cœur du programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies. Cet engagement est également devenu la marque de fabrique du gouvernement du Bénin depuis 2016 à travers la mise en œuvre rigoureuse de ces programmes d'action PAG 1 et 2. 3 activités majeures ont marqué cette journée, dont la coupure officielle du ruban de la journée porte ouverte, suivie de la visite des stands installés à l'occasion. Ce sont des marchés qui sont déjà terminés. La réception est prévue pour ce mois d'octobre-novembre 2022. La coupe noire qui est en haut montre que le sachet en réalité n'est pas aussi biodégradable que ça. Plusieurs trophées de distinction remis aux ONG qui œuvrent pour que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous. Merci à vous, Modeste Dossou-Togbe et puis Paul Esther Saoussi. Et pour le maintien des filles à l'école et l'autonomisation des femmes, le gouvernement continue de mener des actions à travers ces différents programmes dont le projet Suède Bénin. Ainsi,
356 filles ont bénéficié de divers dons de kits scolaires ce lundi 3 octobre 2022 dans la commune de Semepodji. Cette cérémonie, qui est à sa 3e édition, a connu la présence des autorités communales et municipales. Compte rendu de Nafissatou Hassani et de Melvina Chabi. Après Toribo Sito en 2020, Cotonou en 2022, c'est au tour de la commune de Semepodji, plus précisément Ekpe, d'accueillir le lancement officiel de la 3e édition de distribution des kits scolaires du ministère des Affaires sociales et de la microfinance à travers le projet Souhaite Bénin. C'est un important investissement qui prend l'allure d'une tradition pour le ministère des Affaires sociales et vise indéniablement l'augmentation du taux de rétention scolaire des filles, nécessaire pour infléchir nombre de facteurs qui freinent l'autonomisation des filles et des femmes. Je souhaite qu'en bénéficiant de cette aide, nos filles puissent se concentrer sur leurs études et obtenir d'excellents résultats. J'invite toute la chaîne de distribution à faire preuve de rigueur et de transparence dans le déroulement de l'opération sur toute l'étendue du territoire. Par la même occasion, la coordonnatrice du projet Souhaite Bénin explique le choix porté sur la commune de Semepodji et expose les intentions du gouvernement à travers ce acte. Le choix de la commune pour abriter cette cérémonie paraît extrêmement judicieux compte tenu du volume de filles bénéficiaires qui y résident. En effet, 1333 kits y ont été distribués pour le compte de la rentrée scolaire 2021-2022. Et cette année, à Ekpe, 356 filles seront bénéficiaires de kits scolaires pour le compte de l'édition 2022-2023. Ces kits, composés de fournitures scolaires, d'ouvrages au programme, de sacs solaires, de kits d'hygiène et d'un kaki confectionné en majorité par les bénéficiaires du projet Souhaite, dotés récemment de machines et de kits de couture, est un appui fort du gouvernement béninois pour améliorer les conditions de vie et d'apprentissage des filles vulnérables. Apolline Couton, porte-parole des écolières et élèves filles en situation difficile, a remercié ce geste posé à leur endroit et promet qu'un bon usage sera fait de ces dons. Ces kits dont nous bénéficions ce jour vont à coup sûr atténuer les dépenses de nos parents, mais aussi nous permettre de mieux travailler à l'école, de ne plus être victime de décrochage. Je vous promets, au nom de mes pairs et en mon nom personnel, d'en faire un bon usage, de redoubler d'efforts à l'école pour être parmi les meilleurs de nos établissements respectifs, afin que vos efforts ne soient pas vains. Rappelons que le projet Souhaite Bénin a pour objectif d'accélérer la transition démographique et de réduire les inégalités entre les sexes dans le Sahel en améliorant notamment l'autonomie des femmes et des adolescentes, leur accès à la planification familiale et aux services de qualité et produits de santé maternelle et infantile. Autre volet de l'actualité, le président de la Cour constitutionnelle par intérim a reçu en audience ce mardi 4 octobre 2022 la délégation du comité d'organisation de l'association Itchokan Omon Yoruba Bénin. Ils sont venus informer le président de l'institution de la tenue de leur assemblée générale ordinaire prévue pour le 15 octobre prochain. À l'issue de leurs échanges, le secrétaire de l'association nous fait ici le point de la rencontre au micro de Melvina Chabi. Notre présence à l'audience avec la délégation de l'association des Yoruba du Bénin et Itchokan Yoruba Bénin avec le président de la Cour constitutionnelle s'inscrit dans le cadre de partage d'informations avec l'autorité pour pouvoir avoir de ces conseils sur la tenue prochaine de l'Assemblée générale ordinaire qui se tiendra dans la cité historique de Kétou les 14 et 15 prochains. L'objectif de cette manifestation revêt double caractère, le caractère festif, cette occasion qui permettra à toutes les communautés, à toutes les entités Yoruba d'exprimer à travers toutes les danses, les chants, les manifestations culturelles pour pouvoir essayer de se libérer. Le deuxième caractère, c'est un caractère évaluatif. Effectivement, après 3 ans, 3 mois d'existence légale de notre association,
il était important qu'on s'auto-évalue. Nous avons parlé aussi des moyens. Nous avons dit que le centre des moyens, c'est le contentieux nous propose. C'est-à-dire que c'est l'association même, à travers les cotisations, surtout au niveau du Brésil national, avec l'intervention d'autres sponsors, d'autres hommes de bonne volonté qui nous permettent de soutenir. L'Assemblée générale de Kétou qui vient, nous avons pensé à une commande de tissu que nous sommes en train de vendre. Il nous a donné des conseils utiles. Il a insisté sur les contraintes même liées à une association, c'est les cotisations des membres. Il nous a conseillé pour dire que l'idée de la promotion de la culture yoruba à travers l'apprentissage de la langue, que c'est une bonne chose. Il faudrait que ça soit vraiment une activité qui nous préoccupe. Et si c'est vraiment ça constitue un modèle d'attrait, de motivation, que ça peut susciter aussi l'intérêt au niveau des autres qui puissent vraiment nous accompagner. Voilà en somme les zones de conseil que lui-même, il est à part entière, il est membre de la communauté yoruba. Et il suit tout ce qui se passe et il s'engage à continuer de nous accompagner. On va parler maintenant de cette révolution dans le secteur numérique. L'école des métiers du numérique voit le jour, créée en partenariat avec le Sofrecom et le campus numérique de Montero, dans le but de soutenir le déploiement et la maintenance du réseau très haut débit. Cette école à Cotonou est située plus précisément à Fidrosset. Elle a été inaugurée ce 2 octobre en présence du ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, des ministres du numérique et celui de l'enseignement secondaire. Le compte rendu dans cet élément. Je veux solennellement déclarer officiellement ouverte l'école des métiers du numérique et la mise en service de son plateau technique. Voilà qui ouvre officiellement les portes de cette école. Une école des métiers du numérique qui s'ouvre désormais à toute personne passionnée des métiers du numérique, dotée de salles de cours modernes au sein de l'agence de développement Semicity, d'un plateau technique unique en Afrique de l'Ouest. Ce projet vient renforcer le développement du réseau fibre, du data center et du e-service prévu par le gouvernement avec une vision bien définie. D'être un pôle de compétences et d'excellence réseau qui contribue à l'ambition d'un haut débit pour tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. En tant que tel, il entend soutenir le déploiement et la maintenance d'infrastructures réseau haut et très haut au travers d'une offre de formation professionnelle diversifiée sur un large panel technologique. Se faire distinguer par la qualité de son plateau technique reconnu par une certification. Proposer des prestations globales d'ingénierie pour s'imposer comme un véritable pôle d'innovation et d'excellence. Plusieurs partenaires, dont Sofrecom, ont contribué à la création de cette école des métiers du numérique. La Direction générale du Trésor français a ainsi dégagé un financement de 350 millions de francs pour couvrir l'intervention de Sofrecom dans ce projet. Offrant un large débouché, les apprenants de cette école des métiers du numérique, au terme de quelques mois de cours, pourront être habilités à intervenir dans plusieurs secteurs, notamment ceux des télécommunications, un secteur pourvoyeur d'emplois. Ce plateau technique accueillera les formations de milliers de techniciens d'intervention télécom, options fibre optique. Je crois que c'est une réelle possibilité offerte aux jeunes pour cultiver l'excellence et se donner toutes les chances dans le marché international du travail. Pour le gouvernement et pour toute la société, un projet comme celui-ci ne peut que contribuer considérablement à avoir moins de chômeurs, à obtenir une croissance économique assurée et à parvenir à une émergence du pays. Tout en rappelant les ambitions de l'école, le ministre du Numérique invite tous les partenaires à s'impliquer de diverses manières pour l'atteinte des objectifs fixés. Nous commençons par un cursus de technicien d'intervention télécom, un cursus fibre, mais nous irons plus loin avec le développement de nouveaux cursus autour des métiers de l'audiovisuel par exemple, autour des compétences dont les PME ont besoin aujourd'hui, des compétences disons polyvalentes dans le secteur du numérique. Nous n'en sommes qu'au début, donc tous les partenaires sont invités à continuer à donner d'eux-mêmes, de leur temps, de leurs énergies, de leurs conseils, de leurs propositions, pour que nous puissions faire de cette école ce que
nous avons eu l'ambition d'en faire un lieu de formation pour des ressources humaines prêtes à être utilisées par les entreprises. Il est à préciser que la création de l'école a été décidée en Conseil des ministres du 19 août 2020 et a déjà reçu 36 apprenants formés pour le premier module de cours. Et puis les apprenants déjà formés ont répondu présents à cette cérémonie d'inauguration devant nos micros et caméras. Ils livrent leurs impressions sur la qualité de la formation qu'ils perçoivent. Suivez-les plutôt au micro de Ruth Ronjo. C'est une école qui a été bien pensée parce que là, en matière de numérique, le Bénin n'est pas encore assis. Quand je dis le Bénin n'est pas encore assis, c'est-à-dire que le Bénin, moi je pense que le Bénin n'a pas encore du potentiel dans la jeunesse pour pouvoir faire tout ce qui est numérique. Bon, la formation a duré 2 mois, donc 5 semaines de cours théoriques et pratiques, 3 semaines en entreprise. Donc au cours de ces 3 semaines en entreprise, nous avons eu à faire du FTTH, c'est-à-dire du raccordement maison. On a amené la fibre jusqu'à chez le client, on leur plaçait la PTO et ensuite l'ONU. Ensuite, on leur disait comment se connecter et paf, ils ont la connexion Internet chez eux. Nos sentiments ne peuvent rien être d'autre que de la joie parce que nous voyons que nous n'avons pas choisi quelque chose qui ne va pas porter. Vu l'engouement autour, nous espérons vraiment pouvoir représenter le Bénin et battre les records qu'il faut. Nous avons beaucoup appris au cours de notre formation parce que nous avions le matériel de performance de pointe qu'il nous fallait, ce qui nous a permis vraiment d'acquérir les compétences nécessaires pour être en entreprise, pour représenter les entreprises béninoises. D'ailleurs, je pense que nous allons devenir tout simplement indispensables. Ensuite, nous portons les valeurs de l'EMN, qui ne sont rien d'autre que responsabilité, positivité et innovation. Voilà. Ça a été une joie pour moi. C'est vraiment du ouf parce que je sais que de cette école font sortir beaucoup de techniciens certifiés. Et puis hors de nos territoires, dans le but de diminuer les activités criminelles qui prennent de l'ampleur ces dernières années dans certains pays comme l'Australie, une formation a été organisée au profit des agents qui travaillent au port. Ces quelques jours de renforcement vont permettre aux participants d'en savoir plus. Cette formation dispensée par des experts de NCIS, Nairobi et Lyon a pour but de renforcer les capacités des agents qui travaillent au port sur la sécurité maritime, à savoir les représentants de la garde-côte, ceux de Moroni Terminal, de Police nationale et bien d'autres. Les activités criminelles prennent de l'ampleur ces dernières années en Afrique orientale, Australie et Océan Indien. Les pays continuent d'être victimes d'affaires de piraterie, de vol, de trafic et de toutes sortes de stupéfiants, de pêche illégale. Ces activités illicites nuisent à la situation socio-économique et politique du pays. C'est la raison pour laquelle que le gouvernement saisit cette opportunité pour que ces agents bénéficient de cette formation qui leur permettra de savoir beaucoup plus sur la sécurité maritime. Il était question du renforcement de nos capacités, surtout de la sécurité maritime. Et cette formation rentre dans ce cadre-là. Il y aura d'autres formations, il y aura d'autres expertises qui vont venir, d'autres collègues qui vont venir ici pour pouvoir avoir une vision générale, pour pouvoir anticiper, pour prévenir toute éventualité concernant nos infrastructures portuaires. Les formateurs ont 5 jours pour enrichir les connaissances des participants dans le but d'éliminer les failles dans lesquelles prospère la criminalité internationale. Et dont le but est d'améliorer la sécurité portuaire dans les ports de l'Est et du Sud de l'Afrique en vue de limiter l'impact des organisations criminelles et terroristes qui utilisent le trafic maritime pour financer et faciliter leurs activités. Notre façon de travailler s'est basée principalement sur deux piliers. D'une part, la formation et la fourniture de matériel aux organismes locaux. Et d'autre part, sur la création d'un milieu où ces différentes organisations vont être amenées à collaborer ensemble, à se connaître. Ce genre de formation permettra aux bénéficiaires de bien se préparer pour leur sécurité ainsi que pour le bien-être de la population. Fin de cette session d'information derrière laquelle se cache toute une équipe qui vous remercie pour votre fidélité toujours renouvelée
au service de l'information de E-Télé. Cette édition, vous pouvez la retrouver sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet www.etelebenin.com, notre page Facebook E-Télé en direct, notre compte Twitter E-Télé en live, notre chaîne YouTube E-Télé Bénin et via notre application iOS et Android E-Télé Bénin tout simplement. Mesdames, Messieurs, portez-vous bien.